Nous allons commencer cette deuxième grande rencontre avec un thème tout à fait intéressant concernant les Jeux Olympiques, qui est quand même notre ligne directrice. On va parler de l'économie des Jeux Olympiques. Alors comme ça, c'est pas très romantique, on va dire, mais on accueille pour cette grande mission le professeur émérite Vladimir Andreev, donc émérite de l'Université de Paris 1, qui est peut-être l'un des plus grands spécialistes français de l'économie du sport en général et des Jeux Olympiques en particulier. Donc Vladimir, je l'ai rencontré personnellement à l'Université Paris 1 puisque je suis son petit padawan, on va dire. Je suis son étudiant de thèse, enfin je suis devenu docteur grâce à vous, Vladimir. Voilà. Et Vladimir a la particularité d'être compétent dans beaucoup de thèmes de l'économie, l'économie des multinationales, l'économie des pays d'Europe de l'Est socialiste, la crise des économies socialistes, l'économie de la transition, et puis l'économie du sport. Et je suis sûr que j'oublie des thématiques importantes que vous êtes capable de développer avec brio. Vladimir a créé un laboratoire qui s'appelle le ROSES, c'est comme ça que j'ai rencontré, le ROSES qui s'intitulait Réforme, ouverture des systèmes économiques socialistes et post-socialistes, ROSES, à l'Université de Paris 1. Précédemment, Vladimir, vous avez été professeur à l'Université de Grenoble également, où j'ai un oncle qui a suivi vos cours, Monsieur Abdal Aslim, pour être précis. Voilà, vous avez été aussi, comme ça de mémoire, président de l'AFSE, l'Association française de sciences économiques, je dirais comme ça à la louche en 2007-2008, et j'oublie plein d'autres responsabilités que vous avez eues. Donc je ne vais pas plus monopoliser la parole. Je vous invite donc à noter vos questions sur un petit bout de papier ou dans votre esprit. Vladimir va intervenir pendant 40 à 45 minutes, voire 50 minutes. Et ensuite, on lui posera des questions. Vous verrez, ça sera assez original comme intervention. Ça va aller dans différentes directions. Et donc, on pourra ouvrir plein de portes avec lui pendant une demi-heure à peu près. Vladimir, je vous donne la parole. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être me prémunir contre pour la suite. Merci. Bien, bonsoir à tous. C'est sympa que vous soyez là. Je remercie l'INALCO tout d'abord et puis Hassan Slim en particulier. Oui, ça marche mieux comme ça, oui. Pour m'avoir invité à présenter ce thème devant vous ce soir. Alors le thème s'intitule « L'accueil des Jeux Olympiques avec un regard plus précis sur Paris 2024 ». Et le regard que je vais porter est celui de ma spécialité disciplinaire, qui est la science économique ou l'économie. Voilà. Alors, pour un économiste, ou pour les économistes en général, il y a deux dimensions économiques importantes dans les Jeux Olympiques. La première, c'est la question du coût. Les Jeux Olympiques, ça coûte cher. Voilà, ça coûte cher, mais ça, ce n'est pas le principal problème. Le principal problème qu'on a à expliquer quand on est économiste, c'est pourquoi le coût est-il systématiquement dépassé. Puisqu'en général, il est le double ou plus du double. Voilà, il y a une énigme là. Alors, en fait, ce n'est pas une énigme, il y a un théorème économique derrière que je vais vous présenter dans un instant. Et puis, l'autre dimension économique importante, c'est, parce que tout le monde en parle, c'est l'impact économique des Jeux sur le territoire qui accueille les Jeux. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'impact économique des Jeux sur Paris, l'Île-de-France, les villes et les stades où il y aura des matchs de foot, le surf qui sera je ne sais plus où, à Tahiti, etc. Voilà. Alors ça, c'est des classiques, mais depuis 2017, le CIO, c'est-à-dire le Comité international olympique, a mis l'accent sur une troisième dimension qu'on appelle l'héritage. Bon, il s'avère que l'impact il n'est pas si grand qu'on pouvait l'espérer, et donc le CIO développe l'idée que ce qui est important, c'est ce qui reste à la ville hôte après les Jeux, et qu'on appelle l'héritage. Alors ça, c'est plus nouveau, je serai donc plus bref là-dessus. Et puis, si ça vous intéresse, si on a du temps pour le fun et pour le dessert, je pourrais vous annoncer combien de médailles l'équipe de France va gagner au mois d'août. Et pour quelques pays, je ne les connais pas tous par cœur, mais s'ils sont sur le tableau, enfin, si je les ai de mémoire, je vous les donnerai. Pour d'autres pays. Tout ça pour vous dire que les économistes sont capables de prévoir avec précision et à l'avance combien les pays vont gagner de médailles.
Et donc, vous avez une question subsidiaire. Est-ce que ça vaut encore la peine d'organiser les Jeux, puisque nous, on sait le résultat? Non, ça, je plaisante, hein, évidemment. Alors, toutes ces questions, on peut les aborder avec deux angles de vue. Le premier, c'est le point de vue de la politique publique. Par exemple, j'ai été invité au Trésor public, etc., pour parler de choses comme ça. Parce qu'en France, il y a une politique publique d'attractivité des grands événements sportifs internationaux. Alors en raccourci GESI, il y a une politique d'attractivité des GESI et donc des Jeux Olympiques notamment sur notre territoire national. Et puis l'autre angle de vue, c'est que le CIO, lui, a une politique qui est une politique consistant à avoir des modalités d'attribution des Jeux Olympiques à des villes qui sont candidates à les accueillir. Alors derrière mon propos, vous aurez un peu toujours ces deux leitmotifs. Alors commençons par le premier thème, le dépassement du coût des Jeux Olympiques. Pour pouvoir parler de cette question, et pour toute question d'ailleurs sur les coûts, il faut distinguer ce que nous, les économistes, on appelle le coût ex ante, c'est-à-dire le coût avant l'événement. Donc on peut prendre comme référence le coût qui figure dans le dossier de candidature de Paris 2024. C'est un coût qui est 7 ans à l'avance. Hein, c'est un coût qui a été calculé ou estimé en 2017. Et puis, d'un autre côté, il y a le coût ex post, c'est-à-dire le coût après événement. Alors, soit à la fin de la cérémonie de clôture des Jeux, soit un an plus tard, ou encore plus tard. Voilà, le coût ex post. Alors, avant de parler de ce dépassement du coût, quelques mots rapides sur le coût lui-même. Vous comprenez évidemment que plus un événement sportif est grand et important, plus il a une taille économique grande et plus il coûte cher. C'est tout à fait normal. Alors je vous donne quelques indications, vous pouvez les lire au tableau. Athènes 2004, ça a coûté 15 milliards de dollars en dollars constants. Pékin est une sorte de record, 48 milliards de dollars. Ça représentait à l'époque 0,8% du PIB chinois. Londres, 12 milliards. Et puis en dollars courants, là je ne les ai pas calculés en dollars constants, en dollars courants, il y a un autre record qui est connu, c'est Sochi. Alors Sochi, c'est les Jeux d'hiver de 2014. Ça a atteint 51 milliards en dollars courants. Ça représentait à l'époque 2% du PIB, du produit intérieur brut, le PIB dans la suite de la Russie. Et ce montant, 51 milliards, c'était à l'époque plus grand que le PIB de 120 pays du monde. De 120 pays moins développés du monde. Même avec leur PIB, ils n'auraient pas pu accueillir les Jeux de Sochi. Rio de Janeiro, c'est pas mal non plus, 33 milliards. Tokyo, 16 milliards. Et Pékin 2022, 39 milliards. Voilà. Donc, il y a une tendance à long terme, ça coûte cher. Et cela entraîne parfois des critiques contre les Jeux Olympiques de la part d'économistes, disant qu'il y a une sorte de gigantisme des Jeux qu'on peut voir dans le tableau que voici. Alors, si je le vois... Oui, non, mais ça va aller. Donc, vous voyez, les Jeux, ça commence en 1896 à Athènes. Là, dans mon tableau, ça va jusqu'à Tokyo 2021. Le nombre d'athlètes est passé de 241 athlètes à Athènes du temps de Coubertin à plus de 11 000 à Tokyo. Le nombre d'équipes, c'est-à-dire de pays participants, c'est passé de 14 à 206. Le nombre d'épreuves est donc multiplié par 3, le nombre de médailles est passé de 43 épreuves olympiques à 339. Évidemment, plus vous multipliez les épreuves, le nombre de participants, et plus ça coûte cher. Donc vous voyez qu'on est passé de, en gros, 11 millions à 14 milliards. Ça a été multiplié par 1000, quoi, par plus de 1000. Donc voilà, c'est une grosse affaire. Enfin, ça représente pas mal d'argent. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tellement le coût, c'est son dépassement. Alors le dépassement, on va le définir de la façon suivante. C'est des formules très simples, hein, donc ne vous affolez pas. On va définir le dépassement comme la différence entre le coût ex post, que j'appelle CT, c'est-à-dire le coût qu'on observe effectivement à la fin des Jeux, CT, et moins
la différence avec le coût qu'on avait annoncé au départ, 7 ans avant, et que j'appelle C-7. Donc c'est la différence entre le coût qui a été annoncé au moment de la candidature et le coût effectivement observé, qui est en général beaucoup plus grand. Et on peut définir à partir de là un taux de dépassement, c'est CT-7 divisé par CT-7, ce qui à ce moment-là vous donne un pourcentage que j'appelle X%. Si par exemple, en faisant le calcul pour une année, on trouve X% égale 100%, 100%, ça veut dire que le coût a été multiplié par 2. De 100%, ça veut dire que le coût a été multiplié par 3, et ainsi de suite. Voilà. Alors, il se trouve que le dépassement, c'est-à-dire un X% plus grand que 0, est systématiquement observé à tous les jeux d'été, et aussi d'ailleurs à tous les jeux d'hiver, mais ça je ne vais pas vous le montrer, je vais parler surtout des jeux d'été. Donc depuis Munich 1972, on calcule de près le coût, il est toujours dépassé, sauf à Los Angeles en 1984. C'est ce que va vous montrer le tableau suivant. Alors vous voyez, à Los Angeles, le coût annoncé 1,6 milliard, le coût réalisé 1,6 milliard. Pas de dépassement. Mais tous les autres jeux, à partir de Séoul 1988 jusqu'à Tokyo 2020, regardons la dernière colonne qui est à droite, qui est le taux de dépassement. Vous voyez, à Séoul, taux de dépassement 108%. C'est-à-dire les jeux de Séoul ont coûté 2 fois plus cher qu'ils n'étaient annoncés. Alors là, le record, c'est Pékin. Pékin 2008, le taux de dépassement, c'est 1130%. C'est-à-dire les jeux de Pékin ont coûté 12 fois plus cher que ce qui était annoncé. C'est le record du monde actuel. Bon, j'exclus la Coupe du monde de foot au Qatar, puisque ce n'est pas des Jeux olympiques. Sinon, c'est ça le record du monde. Mais vous voyez, si vous regardez cette dernière colonne, on est toujours à... Alors, il y a quelques bons élèves, entre guillemets. Il y a Atlanta 1996, le dépassement n'est que 32%, ou Sydney, ça n'est que 93%. Mais si on fait la moyenne des taux de dépassement depuis Munich 1972, on arrive à peu près à 100%. Donc, on peut dire que, grosso modo, ce n'est pas une norme, mais ça y ressemble, on multiplie le coût par 2 entre la candidature et le moment où on fait le bilan. Alors, en étant de ce point de vue pour Paris 2024, donc là, je vous donne le budget reconstitué à partir du rapport de la Cour des comptes, qui elle-même dit qu'elle ne sait pas exactement combien est le coût. Bon, on pourra discuter de ça après, mais moi-même, en reprenant les comptes qu'elle a épluchés, à la fin 2022, on voit que le coût est monté à 8,1, alors qu'au départ, il était à 6,2, et dans le dossier déposé en 2017 pour être candidat, il était à 6,4. Donc ça fait un dépassement de l'ordre de 30%. Ce qui est pas mal. C'est comme Atlanta, on est plutôt dans les bons élèves, comme dirait l'autre. Mais il y a un dépassement, c'est systématique. Et on est en fin 2022. En 2023, j'ai eu des chiffres qui montrent qu'on est entre 8,4 et 8,7. Donc ça continue à être dépassé. Et ça finira d'être dépassé au mois d'août. Voilà. On ne sait pas de combien pour l'instant. Et puis, ça me permet de vous dire rapidement que le coût, il se compose d'un coût d'organisation. Le coût d'organisation n'est pas dépassé en général, ou de peu. D'ailleurs, vous voyez, là, il n'est pas dépassé. Pourquoi ? Parce qu'il est très contrôlé par le CIO via le COJO. Le COJO, c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques, le comité d'organisation local, qui est contrôlé par le CIO très fortement. Donc, il ne fait pas trop de dépenses excessives. Par contre, les investissements, ils ne sont pas réalisés que par le COJO, ils sont réalisés par des tas d'organismes. Et alors, c'est là que se font les gros dépassements. Et du côté du financement de ce coût, vous voyez dans la partie gauche du tableau que les revenus qui alimentent ce budget des Jeux Olympiques, vous avez un apport du CIO. Ce qui avait été promis, c'était 1,8 milliard, mais en général, le CIO ne donne jamais plus de 1,5. Bon, donc voilà, et finalement, il donne à Paris actuellement, enfin, il subventionne Paris de 1,2 milliard. Voilà, l'apport du CIO. Et après, le reste se décline en fonds privés
près de 5 milliards, qui financent les Jeux de Paris, et 2 milliards de fonds publics. Alors, comment expliquer ce dépassement des coûts ? Pour un économiste, bon, qui ait des coûts, c'est normal, on passe notre temps à parler de ça. Mais pourquoi est-il systématiquement dépassé, sauf à Los Angeles 1984 ? Alors, il y a plusieurs explications. Je vais évidemment commencer par la plus célèbre, puisque c'est la mienne, qui a été publiée aux États-Unis, etc. Je me fais beaucoup de pub là-dessus, dans un article de 2012 où j'ai appliqué, pour essayer d'expliquer ce problème, j'ai appliqué une théorie d'économistes qui s'appelle la théorie des enchères, et dont l'un des théorèmes s'appelle la winner's curse, en anglais, qu'on peut traduire en français par la malédiction du vainqueur de l'enchère. Donc, selon moi, mais selon les faits réels, le CIO avait l'habitude d'attribuer à une ville candidate, de la sélectionner sur la base d'une enchère, c'est-à-dire de sa mise en concurrence avec d'autres villes candidates. Donc tous les 4 ans, le CIO fait un appel en disant qui veut candidater pour accueillir les Jeux Olympiques. Plusieurs villes se présentent et le CIO dit bon bah présentez-moi le meilleur projet. Et évidemment les villes se tirent la bourre en disant oui non mais Paris c'est bien mieux que Los Angeles, etc. Donc c'est une enchère pas organisée comme une vraie enchère, mais c'est exactement le même processus qu'une enchère. Et donc, chaque ville candidate doit surenchérir. Si elle veut avoir une chance de gagner, d'emporter l'enchère, elle doit surenchérir, c'est-à-dire elle doit proposer un projet qui est le plus magnifique possible. Alors, à la place de magnifique, vous pouvez dire le plus beau, le plus grand. Vous pouvez choisir le superlatif de votre choix. Enfin, le plus que les autres. Okay ? Donc, je vais proposer le meilleur projet, le plus fantastique. Mais évidemment, il faut que je propose un coût faible. Parce que si je propose le plus beau projet, mais qui coûte 10 fois plus cher que les autres, je ne vais pas être retenu. Enfin, les membres du CIO ne vont pas voter pour moi, puisque l'attribution se fait lors d'un vote d'une centaine de membres du CIO. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, pour un économiste, cette tâche est impossible. Présenter le truc le plus beau en étant le moins cher, il n'y a pas un économiste qui croit à cette histoire. Okay ? Donc, il faut faire autre chose. Pour surenchérir, il faut tricher. Alors, pas tricher comme un joueur de cartes, tricher au sens de la théorie de l'information. C'est-à-dire que chaque ville candidate dans son dossier va sous-estimer systématiquement les coûts. Par exemple, Londres 2012, ils n'ont pas déclaré le coût des Paralympiques. Alors, ils sont obligés pourtant d'organiser les Paralympiques. Ils n'ont pas compté toute la TVA. Or, pourtant, il faut payer la TVA, etc., etc. On peut tricher, quoi. On va sous-estimer les coûts de manière assez systématique. Éventuellement, on va surestimer la beauté de l'événement en disant non seulement ça va être beau, mais ça va rapporter des revenus, ça va avoir un gros impact économique sur l'Île-de-France, etc. Voilà. Okay ? Donc, on va tricher un peu en embellissant le projet par sous-estimation des coûts, surestimation des revenus. Et ici intervient un théorème de la théorie des enchères qui est dû à Richard Thaler, qui est un prix Nobel d'économie, qui, en 1994, a démontré mathématiquement quelque chose, je vais vous dire, ça se comprend de manière très simple, qui a démontré la winner's curse, la malédiction du vainqueur de l'enchère. En effet, quand la valeur d'un objet qui est mis aux enchères non seulement est incertaine, ça c'est fréquent, mais totalement inconnue de tous les participants à l'enchère, évidemment, personne ne sait ce que c'est que la valeur d'accueillir les Jeux Olympiques. Alors, si vous le savez, dites-le moi, vous seriez les premiers à le déclarer. Donc, personne ne connaît la valeur de l'objet qui s'appelle accueillir d'accueillir les Jeux. Eh bien, quand on est dans cette situation, le vainqueur de l'enchère, c'est celui qui a le plus surestimé la valeur de l'objet et qui a donc surenchéri sur tous les autres. Mais à ce moment-là, on démontre mathématiquement, qu'il achète l'objet bien plus cher que sa vraie valeur. Voilà.
Il l'achète en gros 2 fois sa valeur dans le cas des Jeux Olympiques. Voilà. Donc ça, c'est inéluctable. Tant qu'on attribue par enchère, c'est ce qui se passe. Et donc, en effet, alors, est-ce que c'est grave, docteur ? Pour tout un tas de villes candidates, c'est pas grave. Parce qu'elles ne sont pas choisies villes hautes. Donc elles ont triché, elles ont déclaré des coûts sous-estimés, mais après, elles ne vont pas avoir à assumer les coûts. Pas grave. Mais il y a une ville pour qui c'est grave. C'est celle qui est élue au vote du CIO pour accueillir les Jeux. Parce qu'elle, elle a déclaré des coûts sous-estimés, et 7 ans plus tard, elle va payer les vrais coûts. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant 7 ans, entre T-7 et T ? Eh bien, le coût ne cesse de monter, ne cesse donc d'être dépassé. Puisqu'on est parti du niveau de T-7, et peu à peu, on monte au niveau qui est en gros le double 7 ans plus tard. Alors ça, c'est l'explication que j'aime bien, voilà, elle est parue là-dedans et dans d'autres publications. Il n'y a pas que moi qui explique, il y a d'autres économistes qui s'intéressent à expliquer le dépassement des coûts, et donc il y a 3 séries d'autres explications. Alors la deuxième que je vais vous présenter plus brièvement, c'est la théorie préférée par le CIO lui-même, qui s'appelle la faible gouvernance du projet des Jeux Olympiques. Bon, ça consiste pour le CIO à reporter la charge du problème sur la ville haute, en gros, pour aller vite. Donc, le CIO dit, au fond, il y a une sous-estimation du coût au départ peut-être, mais ce qui se passe pendant les 7 ans entre le moment où la ville est choisie et le moment où ont lieu les Jeux, c'est qu'il y a des tas d'hommes politiques qui interviennent sur le dossier. Et ils interviennent pourquoi ? Dans un sens qui fait monter le coût. Il y en a un qui va dire on a besoin de construire un pont, là, etc. Il y en a un autre qui va dire il faut rallonger la ligne de RER, etc. Bon, et ils vont, avec ça, faire monter le budget, non seulement du COJO, mais le budget d'investissement en dehors du COJO. Voilà. Alors, moi, quand il m'arrive d'aller au CIO, je leur dis oui, mais alors pourquoi vous ne contrôlez pas ça ? Et la réponse, c'est une fois qu'on a attribué les Jeux à une ville, nous, le CIO, on ne contrôle plus rien. On perd le contrôle du truc et on n'a plus les moyens de contrôler les décisions de chaque politicien local. Et tout cela font ce qu'ils veulent. Voilà. Et ils utilisent les Jeux pour ériger des infrastructures, des quartiers, rénover des tas de choses qui ne sont pas toutes indispensables aux Jeux et nous, on n'y peut rien. Alors on pourrait se demander, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui y peut quelque chose ? Notamment, est-ce que la population de Paris ou de l'Île-de-France peut faire quelque chose ? Et la réponse est évidemment non, parce que, comme vous vous doutez, vous ne contrôlez pas Madame Hidalgo, quoi, pour faire bref. Et personne ne contrôle... il y a peu de gens qui contrôlent Madame Hidalgo. Et tout... Oui, voilà, mais alors, par le vote, moi, c'est ce que j'avais évidemment proposé avant que Paris ne soit choisi. Moi, j'avais demandé qu'il y ait un référendum. Mais la plupart des référendums sur les Jeux dans les dernières années se sont traduits par un rejet. Par exemple, un des candidats contre Paris 2024, c'était Hambourg. Ils ont organisé un référendum, 55% des Hambourgeois ont voté contre. Alors bon, voilà. Donc dès lors qu'on ne fait pas de référendum, c'est terminé. Et, la population, elle peut faire qu'une seule chose, elle va payer si par hasard il y a un déficit. Bon, s'il n'y a pas de déficit, ça va. Bon, s'il y a un déficit, elle va payer. Donc ça, c'est la deuxième thèse. La troisième thèse s'appelle la thèse du passager clandestin ou des passagers clandestins, free rider en anglais. Bon, l'idée, c'est que les budgets olympiques, d'un seul coup, il arrive à 1,2 milliard sur la table. Le CIO, il balance 1,2 milliard, et puis ça va faire des petits. Et donc, il y a des tas de gens que ça intéresse. Ça intéresse des tas d'opérateurs, ça va intéresser les architectes, les entreprises de bâtiments et travaux publics, l'hôtellerie, la restauration, etc. Et puis à la fin, même un peu tout le monde. Parce que vous n'êtes pas sans observer que le prix des chambres d'hôtel au mois d'août prochain à Paris, ça a été multiplié par 3, 4, 5. J'ai d'ailleurs un collègue russe qui est décédé maintenant, Roussem Nouriev, qui a développé la thèse d'un cycle olympique qui montre que l'inflation augmente énormément dans l'année qui précède les Jeux,
Puis après, l'année après les Jeux, l'inflation retombe. Alors bon, il y a d'autres causes à l'inflation aujourd'hui en France, mais ça peut jouer aussi. Et qu'est-ce que c'est que l'inflation? Si je fais monter mes prix, c'est pour préempter sur d'autres qui ne font pas monter leur prix une partie de la manne olympique qui est là sur la table et dont j'essaye de m'emparer. Alors ça joue d'autant plus que il y a une part importante de financement public des Jeux. Parce qu'entre concurrents privés, bon, si je pique de l'argent à Slim, personne ne le voit. Bon, c'est un problème entre nous. Mais si je pique de l'argent qui a été prévu au budget d'une institution publique ou même au budget des JO, ça se remarque et c'est pris sur quelque chose qui est collectif. Donc ça a d'autant plus de chances d'arriver que le financement est public. Donc pour le dire autrement, ça a d'autant plus de chances d'arriver à Montréal 1976, financé à 95% sur fonds publics, ou à Munich 72, que à Los Angeles, qui n'était financé qu'à 2% sur fonds publics, ou Atlanta, 5% sur fonds publics, ou Londres, 5% sur fonds publics. Voilà. Alors ça, c'est la troisième thèse. La quatrième thèse n'en est pas une, mais ça joue parfois. C'est ce que j'appelle les causes circonstancielles. Bon, il y a des circonstances qui font que on va avoir un dépassement des coûts. Par exemple, la faute à pas de chance. Bon, ça, on peut mettre tout ce que vous voulez là-dedans. C'est la faute à pas de chance. Bon. Ou une mauvaise gestion. Enfin, le COJO, bon, il est quand même surveillé par le CIO. Bon, ça arrive parfois, mais bon, ce n'est pas une cause fréquente. Des malversations. Ah, ça, c'est plus intéressant. Vous savez peut-être que M. Estanguet, on s'interroge sur son salaire en ce moment. Madame Amélie, ma ministre, pas pour les Jeux, mais pour d'autres raisons, on s'interroge aussi sur son salaire quand elle était responsable de... Oui, elle travaille énormément, nuit et jour. Elle embête tous ses services. Non, je dis ça en passant. Mais non, elle est très active, mais elle gagne beaucoup d'argent. Donc dans le sport, il y a des choses comme ça. Et donc, parfois, c'est légal. C'est normal, et parfois c'est un peu moins légal. Et quand ça ne devient pas légal du tout, il y a des cas de corruption. Alors il y a des cas avérés de corruption dans la gestion des Jeux Olympiques. C'est Sochi 2014. Si vous voulez que j'y revienne, j'étais prof à Sochi pendant 10 ans, à l'Université olympique de Sochi, donc j'ai vu ça d'un peu moins loin que d'autres. Et puis à Rio de Janeiro, là, j'y étais prof, mais 20 ans avant, donc ça ne compte pas. Mais voilà, à Rio de Janeiro, il y a eu... Lula est tombé un peu pour ça. Hein. Lula est tombé un peu, pas principalement pour ça, mais un peu pour ça. Voilà. Et souvent, la corruption, elle est liée à l'une des trois explications précédentes. Un phénomène un peu nouveau dans l'analyse des économistes s'appelle le dépassement des revenus des Jeux Olympiques. Bon, on travaille en général sur le dépassement des coûts, mais j'ai commis un livre co-signé avec Holger Preuss et Maike Weitzmann, deux collègues allemands. Maike est une doctorante, en l'occurrence. Et on a publié en 2019 ce livre intitulé « Cost and Revenue Overruns », ce qui veut dire dépassement des coûts et des revenus des Jeux Olympiques de 2000 à 2018. Donc on a pris tous les Jeux Olympiques d'été, d'hiver, jusqu'à 2018. Et qu'est-ce qu'on a observé? Comme d'habitude, le dépassement des coûts, j'y reviens pas. Mais on a observé quelque chose que peu d'économistes avaient mis le doigt dessus, si vous voulez, qui est un dépassement des revenus. Donc comment on définit le dépassement des revenus? De la même façon que le dépassement des coûts. Dans le dossier de candidature, il y a des revenus prévus que j'appelle RT-7, hein, qui sont 7 ans avant les Jeux. Et puis, à la clôture des Jeux, il y a des revenus RT qui sont éventuellement différents de RT-7. Donc si RT est plus grand que RT-7, il y a un dépassement des revenus. C'est-à-dire les organisateurs des Jeux ont été capables de mobiliser plus de revenus que ce qu'ils attendaient au moment où ils étaient candidats. Et comment font-ils? Ils vont chercher des sponsors nouveaux, ils augmentent le prix des billets. Vous savez, il y a eu des discussions sur le prix de certains billets des Jeux Olympiques à Paris qui sont apparus comme étant vraiment très chers, etc. Oui, mais c'est un moyen de dépasser le revenu, ça. Okay, donc, comme le budget initial des JO est toujours en équilibre, il y a un moyen de ne pas être en déficit, c'est d'avoir un dépassement des revenus plus grand que le dépassement des coûts.
Et donc, il y a une conclusion intéressante. On peut avoir un dépassement des coûts sans déficit. Ça dépend de l'ampleur du dépassement des revenus. Et donc, c'est ce qu'on observe. Souvent, les jeux ne sont pas en déficit, mais il y a eu le coût a été multiplié par 2 ou 3, mais il n'y a pas de déficit. Parce que les organisateurs ont réussi à multiplier les revenus en proportion, ou même plus qu'en proportion. Petite conséquence, si vous dépassez les revenus, vous accentuez le gigantisme des jeux. Plus vous dépassez les revenus, eh bien, plus vous entrez dans cette spirale d'augmentation de la taille des jeux. Alors voilà, ça c'est un graphique qui rappelle tout ça, sur lequel je ne reviens pas, mais vous voyez qu'il y a des dépassements des revenus à tous les jeux entre 2000 et 2018. Il y a eu bien sûr des dépassements de coûts dans le budget du COJO et hors du budget du COJO. Je termine cette première partie, qui est la plus longue, je vous rassure, par quelque chose dont Hassen m'a dit il y a un instant que ça l'intéressait, mais je ne vais pas parler pour lui. En 2017, le CIO, Thomas Bach, en personne et toute son équipe, ont convoqué 3 économistes à Lausanne. Holger Preuss, mon ami allemand, qui est le meilleur spécialiste en économie des Jeux Olympiques. C'est vraiment le numéro 1. Une dame qui fait partie d'une équipe dirigée par un dénommé Fliefberg, qui est une équipe de l'université d'Oxford et qui aussi montre qu'il y a un dépassement des coûts. Et puis, moi-même, nous étions 3. Alors moi, ma mission qu'on m'avait confiée, c'était de proposer au CIO des solutions pour diminuer ou éradiquer le dépassement des coûts. Alors, la réponse pour éradiquer le dépassement des coûts, il faut arrêter l'attribution par enchère. Je terminerai par ce point. Si vous arrêtez l'enchère, vous arrêtez le dépassement des coûts. Enfin, vous arrêtez la principale cause de dépassement des coûts. Mais on peut, tout en gardant l'enchère, atténuer le dépassement des coûts. Je vais commencer par ça. Donc si vous voulez atténuer le dépassement des coûts, c'est ce que je proposais au CIO en 2017, une première chose à laquelle on pense tout de suite, c'est d'avoir des infrastructures et des équipements sportifs qui sont démontables et transférables d'un jeu à un autre. Donc de Paris à Los Angeles 2028 ou de Tokyo 2021 à Paris. Bon, voilà. Ça, c'est la solution préférée du CIO. Ils en rêvent, quoi. Sauf que la technologie ne permet pas de tout déplacer. Bon, voilà. Mais c'est une idée. Une deuxième idée a été celle de la Grèce au 100e anniversaire des JO pour 1996. La Grèce avait proposé que l'on crée un site fixe des JO, une fois pour toutes, que la Grèce localisait évidemment en Grèce, au stade d'Olympie, qui était le stade des premiers Jeux en 700 avant Jésus-Christ, ou 600 et quelques avant Jésus-Christ. Ça, évidemment, ça a été retoqué. Il n'y a pas un sponsor du CIO ou des Jeux qui veut être coincé à Olympie, quoi. Il faut le tourner dans le monde. Il va être vu partout. Bon, le stade d'Olympie, ça va une fois, mais bon. Donc, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est une solution, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'enchères. À ce moment-là, il n'y a même plus d'enchères. Probablement plus d'enchères. Alors, une autre solution que j'avais mise sur la table, c'est limiter les candidatures aux seules grandes villes déjà bien équipées pour accueillir les Jeux. Alors, le tiercé de tête, c'est Los Angeles, Londres, Paris. Chacune a eu les Jeux 3 fois. Mais il y a derrière quelques autres villes intéressantes, Munich, et bon, voilà. Mais un échantillon petit. Sauf que ça met fin à un rêve du CIO qui serait d'avoir une fois les Jeux Olympiques dans un pays moins développé. Là, c'est terminé. On oublie. Une autre solution, c'est réduire la taille économique des JO en admettant moins d'athlètes, c'est-à-dire en étant plus sélectif sur les athlètes qu'on admet, mais surtout en réduisant les cérémonies fastueuses, parce qu'on a besoin de 3 feux d'artifice pour ouvrir les Jeux. Bon, voilà, ça n'a rien de sportif. En réduisant la taille des délégations, enfin, en abandonnant l'aspect bien de luxe des Jeux Olympiques. C'est un bien de luxe, c'est un spectacle de luxe. Voilà. Alors ça, évidemment, ils ont failli m'étrangler au CIO quand j'ai dit ça. La solution suivante, dont je suis l'un des partisans, mais pas le seul, évidemment, c'est qu'il y ait en permanence un audit externe du budget des Jeux Olympiques, qui se fasse de manière relativement continue. Donc moi, j'avais
j'avais proposé une solution, c'est que l'observatoire dont je m'occupe soit le contrôleur. Nous, on est tout petit. Il y a un bien meilleur contrôleur qui est la Cour des comptes. Et c'est en effet elle qui contrôle actuellement le budget des Jeux par 1 ou 2 rapports par an sur le budget des Jeux. La solution suivante, c'est une règle de rotation géographique des sites hôtes des Jeux. Ça, c'est la solution qu'a adoptée la FIFA. Alors la FIFA, c'est la Fédération internationale de football association, la Coupe du monde de foot. Voilà, la Coupe du monde de foot, depuis 2002, est attribuée par une rotation entre les continents. En 2002, elle a été en Asie. En 2006, elle a été en Allemagne. En 2010, elle a été en Afrique du Sud. En 2014, elle a été en Amérique du Sud, à Rio de Janeiro, etc. On fait tourner. Donc, ça diminue le nombre de concurrents potentiels. Mais j'ai regardé de près, je ne vous donne pas les résultats. La Coupe du monde FIFA dépasse ses coûts tout aussi régulièrement que les JO. Donc, c'est une solution moyenne. Voilà. La solution suivante s'appelle la solution Michel Platini, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer quand il était à l'UEFA. C'est lui qui a mis en avant la façon d'organiser l'Euro de football 2020. Et son idée a été, et elle a été reprise par d'autres qui l'ont mis en œuvre, son idée c'était répartir la phase finale de la Coupe d'Europe de football des nations, qu'on appelle l'Euro, de la répartir entre plusieurs pays. Et en l'occurrence, entre 13 pays. Alors évidemment, dans ce cas-là, tous les pays se sont plaints en disant « Ah oui, mais à ce moment-là, l'impact économique, il est petit. » Oui, d'accord, mais le coût, il est petit aussi. Parce qu'il y a une règle d'or. Il n'y a pas d'impact sans coût. Ce qui crée l'impact, c'est la dépense. S'il n'y a pas de coût, l'impact, zéro. Donc, c'est une règle qui pourrait marcher, mais les sponsors ont très mal réagi en disant « Non, non, c'est éparpillé. Nous, on préfère concentrer sur un endroit. » Voilà. Et puis, la dernière chose sur l'atténuation du dépassement des coûts, c'est la procédure qu'a peu à peu adoptée depuis 2017 le CIO lui-même et qu'il a mis en œuvre pour la première fois pour l'attribution des Jeux olympiques d'hiver de 2026, qui ont finalement été attribués à Milan, Cortina d'Ampezzo. Okay. L'idée est la suivante. Le CIO réunit le panel des villes candidates, concurrentes, et travaille 1 an de concert avec les villes pour dissuader certaines villes dont le dossier est moins bon, etc., pour peut-être encourager les villes qui paraissent les meilleures, etc. Donc de les accompagner pendant 1 an dans leur candidature de manière continue, puis dans une deuxième année de décanter par une concurrence entre les survivants. En général, il n'y a plus que 2 ou 3 villes qui ont survécu à la première année. Et à la fin même de désigner qu'une seule ville. C'est ce qui s'est passé. Alors Cortina d'Ampezzo a été désigné contre un concurrent, mais par exemple, Brisbane, pour les Jeux de 2032, a été l'unique survivant de ce processus. Donc on peut arriver ainsi à élaguer les candidatures. Mais pour un économiste, la solution radicale, si on veut arrêter le dépassement des coûts, il faut arrêter d'attribuer les Jeux par enchère. Alors ça peut se produire naturellement. Actuellement, il y a de moins en moins de candidats. On tend vers, sinon 0, mais 1. Par exemple, quand Paris a eu les Jeux de 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Budapest venait, paraît-il, sous la pression du CIO, d'abandonner sa candidature. Donc, le vote se faisant à Lima, il n'y avait plus que 2 candidats. Paris, Los Angeles. Et le CIO a eu l'idée géniale, ah mais si on attribuait d'un seul coup 2024 et 2028, ok? Donc à ce moment-là, bon, avec l'argument, c'est les 2 meilleures villes du monde avec Londres, donc allez, on prend les 2. Et la France a eu une très mauvaise stratégie, de mon point de vue, qui a été de dire, nous, on veut absolument 2024. Donc ils ont continué la concurrence. Los Angeles a dit, we don't mind. Donnez-nous l'année que vous voulez. Et ils se sont donc retrouvés candidats uniques pour 2028, comme pour 1984. Et je vous annonce qu'il n'y aura pas de dépassement des coûts aux Jeux de Los Angeles 2028. Voilà. Au nom de ma théorie, il n'y en aura pas. Ou très peu.
Voilà. Alors qu'à Paris, on est quand même à 30% de dépassement actuellement. Voilà. Alors la deuxième solution, en abandonnant les enchères, elle est proposée par un de mes collègues allemands qui s'appelle Wolfgang Menich, qui est prof d'économie à l'université de Hambourg, mais qui est aussi médaillé olympique en aviron à Sydney. Médaille d'or à Sydney. Donc, il fait 1m95. Mais il est très bon en économie. Voilà, ce qui est en général très corrélé. Et lui, sa solution, c'est il faut attribuer les Jeux olympiques au hasard. Donc, en termes techniques, par une loterie. On met les 5 noms des villes candidates dans un chapeau et on en tire un. Et c'est elle qui sera la ville hôte. Et il ajoute, pour faire taire tous les gens qui le critiquent, et c'est en plus la solution la plus démocratique, dont acte. Il a raison. C'est la solution la plus démocratique. Donc jusque-là, je suis d'accord avec lui. Il y a un petit point de désaccord quand même, puisque je suis aussi économiste, c'est que le sort peut tomber sur la plus mauvaise des 5 villes qui sont dans le chapeau. Voilà. Ça, c'est un risque. La loterie, oui, vous pouvez tomber sur la plus mauvaise. Et donc moi, j'ai une autre solution que le CEO déteste, mais je leur ai proposé en 2017 quand même. Depuis, je suis sûr qu'il la déteste, qui est ce que j'appelle la désignation discrétionnaire de la ville hôte par le CEO lui-même. C'est-à-dire le CEO, il fait tourner la map monde et il tombe sur, je ne sais pas quoi, Berne. Allez, on prend Berne. Il téléphone au maire de Berne. Alors c'est bien, Berne, c'est en Suisse déjà, c'est OK. Téléphone au maire de Berne. Vous avez obtenu les JO. Alors je suis le maire de Berne. Je dis ah oui, ça c'est vachement sympa. Je suis honoré, tout ça. Mais j'ai pas prévu moi. J'ai pas de budget. J'ai pas de budget. Je fais comment? Et évidemment, la conclusion de ce procédé-là, c'est que le CEO, à ce moment-là, est obligé de payer la plus grande partie du coût de son produit à lui, que sont les Jeux Olympiques. Alors que d'habitude, sur ce produit qui vaut environ 10 milliards de dollars, il en paye 1,2. Voilà, il n'en paye qu'1,2. Donc là, il serait amené à payer tout le coût de son produit. Donc le CEO serait beaucoup moins riche qu'il ne l'est. Maintenant, évidemment, ça ne plaît pas aux gens à qui je l'ai proposé. La deuxième partie sera plus brève, l'impact économique des Jeux Olympiques. Donc face au coût, il y a des effets qu'on espère positifs. Depuis 1976, le CIO impose aux villes candidates d'avoir dans leur dossier de candidature un calcul de l'impact économique qui résultera du fait d'accueillir les Jeux. Alors il faut définir l'impact économique, c'est un concept des économistes. L'impact économique de quelque chose, donc du fait d'accueillir les Jeux, c'est la valeur ajoutée créée sur un territoire hôte par le fait d'y accueillir les JO, d'accord, comparé à ce qu'on appelle un contrefactuel, c'est-à-dire une situation fictive, qui serait le fait de ne pas accueillir les Jeux. Donc, si on accueille les Jeux, est-ce que ça ajoute quelque chose à la situation qui serait on ne les accueille pas? Voilà. Si ça ajoute quelque chose, c'est clair, il y a un impact positif. Alors, on peut faire un calcul de cet impact ex ante, c'est-à-dire avant les Jeux, on peut en faire un ex post après les Jeux. Et après avoir collaboré avec notre observatoire, l'OCDE a décidé de recommander à tous ses pays membres que désormais, depuis 2016, les pays qui accueillent des grands événements sportifs internationaux ils recommandent chaudement que pour chaque grand événement sportif international soit fait une étude d'impact ex ante, avant, et une étude d'impact ex post, pour voir le résultat après coup. Alors là, il y a une partie un peu technique que je vais chanter, comme on dit en physique. Il y a 3 méthodologies pour étudier l'impact. Alors il y a le tank, après il y a le canon, puis je finirai par la mitrailleuse. Alors le tank, ça s'appelle chez nous un modèle d'équilibre général calculable. Donc c'est un modèle mathématique qui a des milliers d'équations et des dizaines de milliers de variables. Je ne vais pas vous parler de ça. C'est évidemment la méthode la moins utilisée parce qu'elle n'est pas maîtrisée par n'importe qui. Voilà.
Mais on peut faire ce calcul très sophistiqué. Il y a eu des études d'impact faites comme ça, mais elles sont minoritaires. La deuxième méthode s'appelle le multiplicateur de Léontief. Alors, c'est déjà plus facile. Ça consiste à faire du calcul matriciel sur un tableau de la comptabilité nationale qu'on appelle le tableau d'échange interindustriel ou le tableau d'entrée-sortie. C'est un tableau qui retrace les échanges entre les différentes industries d'un pays. Alors, il faut inverser des matrices, tout ça. Bon, pour un type qui fait des maths, c'est facile. Voilà, c'est beaucoup plus facile que le cas précédent. Moi, je suis très bon sur celui-là, je suis moins bon sur le premier. Voilà, par exemple. Et puis, la troisième méthode, c'est la plus répandue, évidemment, s'appelle le multiplicateur keynésien. Bon, c'est la plus répandue. N'importe quel consultant sait faire ça. Alors, le multiplicateur keynésien s'appelle K au tableau, et il met en relation Y, qui est le revenu national résultant, ou le revenu territorial ou régional ou local. Donc, par exemple, le revenu francilien, le revenu de l'Île-de-France, hein, Y, ça est mis en relation avec quelque chose qui crée ce revenu, qu'on appelle l'injection initiale, et qui est X. Donc, le CIO injecte 1 milliard d'euros dans l'Île-de-France. Est-ce que ça va rester 1 milliard d'euros, auquel cas je dirais que K est égal à 1, okay, ou est-ce que ça s'agrandit, auquel cas je dirais que K est plus grand que 1, ça se multiplie. Il y a de la multiplication. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaye d'estimer avec des chiffres et des données. Et tous les économistes, il y en a au moins quelques-uns dans la salle, qui savent que K, le multiplicateur keynésien, sa valeur dépend de la propension à consommer et plus largement à dépenser le revenu, qui est noté E dans mes expressions, là, le petit e, c'est la propension à dépenser localement dans le territoire duquel on s'occupe, hein, localement en Île-de-France. Et il y a une autre propension, parce que là c'est une version un peu plus compliquée du multiplicateur, qu'on appelle la propension à importer, qui est M dans mon expression, qui repose sur l'idée suivante. Bon, les résidents de l'Île-de-France voient arriver 1 milliard là, grâce aux Jeux Olympiques. Pour eux, c'est des revenus. Bon, ils en dépensent une partie localement. Ils en épargnent une autre partie. C'est ce que dit Keynes. Mais ils peuvent en dépenser aussi une troisième partie pour importer des objets de l'extérieur de l'Île-de-France. Eh bien, M, c'est la proportion, justement, de la dépense du revenu qui sert à importer des objets. Par exemple, pour construire une piscine olympique, on va peut-être faire venir des choses qui arrivent de Rhône-Alpes ou d'Allemagne et qui ne sont pas en Île-de-France. Et si on fait ça, il va falloir le payer. Et ce paiement, il va se faire à l'extérieur. Il va quitter l'Île-de-France. Donc, il faut en tenir compte. Voilà. Alors, c'est ce qui explique pourquoi le signe de E et de M ne sont pas les mêmes dans l'expression. Alors, au total, si K est égal à 1, si le multiplicateur est égal à 1, il n'y a pas de valeur ajoutée. Il y a juste une injection d'1 milliard, c'est tout. Bon, c'est toujours bon à prendre, mais ça ne fait pas des petits. Ça fait pas des petits, il n'y a pas de multiplication. Il y a juste une injection initiale d'argent du fait que le CEO a mis 1 milliard dans le truc. Si K est plus grand que 1, ça veut dire que le milliard mis dans la machine par le CEO va faire des petits. Il va se transformer en 1 milliard, 3,5, etc. Donc ça veut dire que K est plus grand que 1. Donc une valeur est ajoutée à l'économie du territoire dont je m'occupe, du territoire hôte. Et il peut arriver que K soit plus petit que 1. Ça a été le cas à Sochi 2014, ça a été le cas aux Jeux d'Albertville 92 aussi, par exemple. Une partie de l'injection initiale s'évapore ou est gaspillée. Enfin, à Sochi, on sait qu'elle est partie dans la corruption. Bon, à Albertville, non, mais bon, voilà. Donc, si K est plus petit que 1, alors l'impact il y a un impact qui est un peu moindre que ce qu'on devrait normalement attendre. Le problème, c'est que cette méthode, même la plus simple, comporte beaucoup de pièges et de biais méthodologiques qui conduisent à ce que les études d'impact surestiment le plus souvent l'impact. Alors, je n'ai pas passé en revue tous les biais, puisque notre observatoire, celui que je préside là,
est en charge d'essayer d'éliminer ces biais. Mais, donc, je vais vous donner les plus importants. Alors, il y a un premier biais qui est une mauvaise délimitation géographique de l'aire d'impact. Bon, si on me dit, et c'est ce que me dit le CIO, et je me bats en ce moment contre le CIO là-dessus, le CIO demande à la France de calculer l'impact en pourcentage du produit intérieur brut de la France. Je réponds au CIO, c'est stupide, il va être plus petit que 0,1% du PIB. Puisqu'en gros, les JO, c'est dans la dizaine de milliards, et le PIB de la France, c'est dans les 2500 milliards. Ça fait moins de 1%, ça fait même moins de 0,1%. Donc c'est stupide. Mais le CIO, c'est le CIO. On discute difficilement avec le CIO. Donc ça, c'est une mauvaise délimitation parce qu'elle est trop macro. Puis à l'inverse, on peut prendre une zone tellement petite qu'il y a une grosse entreprise qui bénéficie énormément des JO. On a l'impression que ça a un gros impact. Bon. Donc il y a un problème de délimitation. Il faut éviter ensuite les doubles comptages, vous avez compris. Alors après, des choses plus intéressantes, il faut prendre en compte ce que les économistes appellent l'effet de substitution. Par exemple, il y a des études d'impact qui comptent dans l'impact le fait que des Parisiens ou des Franciliens achètent des billets et font des dépenses de consommation pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques. Ça s'appelle une erreur méthodologique. Pourquoi ? Parce que si, je vous rappelle, l'impact, c'est la comparaison avec un contrefactuel qui est « il n'y a pas les Jeux ». On compare « il y a les Jeux » avec « il n'y a pas les Jeux ». Si je ne tiens pas compte de l'effet de substitution, je ne tiens pas compte de ça. Donc, parce qu'en effet, s'il n'y avait pas les Jeux à Paris en août 2024, les Parisiens et les Franciliens se priveraient-ils de toute dépense de loisirs ? Ben non. Ils iraient au cinéma ou ils iraient voir d'autres spectacles sportifs, etc., à la place d'aller voir les Jeux. Et donc, il ne faut pas compter ça. Hein. Simplement, là, il y a un effet de substitution de différents spectacles dans leur budget spectacle. Donc, il ne faut pas en tenir compte. Il ne faut tenir compte que des dépenses des personnes extérieures à l'Île-de-France et à Paris. Il faut prendre en compte l'effet d'éviction. Un des meilleurs exemples, c'est Athènes 2004. En août 2004, à Athènes, le nombre de touristes a été bien moindre qu'à Athènes en août 2003, ou qu'en août 2002, ou qu'en août 2001. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui venaient d'habitude en vacances à Athènes en été, qui se sont dit « Oh là là, là, il va y avoir des embouteillages, de la pollution, des encombrants, tout ce que vous voulez. Je viendrai plus tard, ou je ne viendrai pas. » Il faut donc tenir compte de cet effet-là. Et il faut tenir compte aussi de ce qu'on appelle les fuites hors du circuit économique local. C'est mon exemple des importations tout à l'heure. On importe un élément pour construire le stade ou la piscine de l'extérieur du territoire considéré. Et c'est où on fait travailler des travailleurs immigrés sur les chantiers de l'Île-de-France olympique, là, et eux, ils renvoient leur salaire en Iran, ou je ne sais pas où, d'où ils viennent. Donc tout ça, ce sont des fuites, ça n'est pas de l'impact pour l'Île-de-France, c'est de l'impact pour l'Iran ou pour leur pays d'origine. Voilà, ça c'est les problèmes méthodologiques sur... Ah, je dépasse peut-être le temps ? Non ? 6 minutes. Bon, alors, bon, je termine vite là-dessus. Les autres difficultés méthodologiques concernent le multiplicateur. Dans la plupart des études d'impact, il est égal ou supérieur à 2. L'idée, c'est chaque euro injecté va en produire au moins un autre. C'est faux. L'INSEE, avec un modèle économétrique, estime que les premiers trimestres d'un investissement en France, le multiplicateur est de 1,6. Vous voyez ça sur cette courbe-là. Et puis, au fil des trimestres, il tombe à 1,3 ou 1,2. Donc, il ne faut pas prendre un multiplicateur trop élevé. Et les économistes sont donc très, très critiques parce que toutes ces erreurs méthodologiques sont souvent commises. Et elles sont commises pour une bonne raison, parce qu'un consultant qui fait une étude sur les Jeux de Paris 2024, s'il arrive chez Madame Hidalgo en 2017 en disant « Oh, j'ai fait un calcul, l'impact est très faible, laissez tomber votre candidature », il se fait jeter dehors et surtout, il ne sera plus jamais consultant recommandé pour faire des études d'impact. Voilà. Donc il y a un conflit d'intérêts. Les gens qui font les études d'impact ont intérêt à donner le résultat attendu par les décideurs politiques qui ont commandé l'étude. Alors notre observatoire est chargé d'essayer d'éviter ça.
Et on a donc fait réaliser en 2016 l'étude d'impact sur les Jeux de Paris 2024. Donc, nous avons recommandé à l'équipe qui faisait le travail de faire plusieurs scénarios. Okay ? Et donc, selon le scénario central donne un impact de 8 milliards d'euros. Le scénario rose donne presque 11 milliards d'euros. Et le scénario gris, pessimiste, donne 5 milliards d'euros. Et puis, c'est pareil pour les emplois. Vous pourrez découvrir ça tranquillement en revoyant la slide. Il y a 2 variables qui changent entre les scénarios. Regardez, la valeur du multiplicateur dans le scénario le plus triste est à 1,1. Dans le scénario rose, le multiplicateur est à 2. Valeur optimiste. Et le taux d'inflation, dans le scénario optimiste, le taux d'inflation est de 1%. Dans le scénario gris, triste, il est de 1,5. Vous en tirez immédiatement la conclusion que connaissent tous les économistes. Plus il y a d'inflation, plus le multiplicateur, qui est un multiplicateur en termes réels, s'affaiblit. Et je vous annonce donc que cette étude est désormais dépassée, puisque nos taux d'inflation actuels ne sont pas à 1,5, mais ils sont entre 3 et 5%. Donc l'impact sera plutôt vers les 5 milliards, ou peut-être moins, mais il ne sera jamais à 11 milliards. Quand on a sorti cette étude, je suis le seul individu qui a circulé sur les chaînes de télévision en disant il y a 3 valeurs. Tous les décideurs politiques ont dit « Ah oui, c'est 11 milliards ». No comment. Alors, pour les Jeux de Paris 2024, il y a 12 études d'impact en cours. 4 sont économiques, les autres sont plus écologiques. Et l'une d'entre elles sera une analyse coût-avantage, dont je ne vais peut-être pas avoir le temps de parler, parce que je voudrais dire 2 mots sur l'héritage. Aujourd'hui, le CIO donc, met en avant l'héritage. Pour un économiste, l'héritage, c'est un concept assez flou, polysémique, qui a plein de sens différents. Mais mon ami Holger Preuss en a donné une définition en 2007. L'héritage, ce sont les structures planifiées ou non, positives ou négatives, tangibles ou intangibles, créées pour ou par un événement sportif et qui demeurent plus longtemps que l'événement lui-même. Donc c'est un phénomène de long terme qui peut être tangible, comme un stade, ça c'est positif, tangible et négatif, comme la pollution, qui reste, ou intangible, comme la joie de vivre, ou je sais pas quoi, provoquée par les Jeux. Et puis il peut y avoir aussi un héritage financier. Les Jeux, la dette de Montréal 76 a été remboursée jusqu'en 2006, celle de Grenoble 68, moi je l'ai payée, j'étais prof à Grenoble, jusqu'en 92, celle d'Albertville 92 jusqu'en 2010. Voilà, j'ai publié un peu là-dessus. Je terminerai sur l'héritage en disant qu'elle nécessite de faire appel à une autre méthode que l'étude d'impact, que nous, les économistes, on appelle l'analyse coût-avantage. Ne soyez pas effrayés par les formules, ça n'a rien de compliqué. L'analyse coût-avantage consiste à calculer le bénéfice social net d'un investissement ou d'un ensemble d'investissements. C'est B dans la formule. C'est le résultat B dans la formule. Et le B, il résulte d'un côté de l'addition de tous les revenus. Dans R, il y a tous les revenus et toutes les externalités positives. Par exemple, à Sochi, pour contourner une ville qui est longue de 80 km, on a fait une autoroute qui a réduit le nombre de morts d'accidents de la circulation, etc. Par accident de la circulation. Ça, c'est une externalité positive. Et puis, on soustrait à tous ces effets positifs les coûts monétaires, etc., et les externalités négatives, telles que, par exemple, la pollution que j'ai déjà mentionnée. Et puis, comme ce sont des euros ou des dollars qui ne sont pas dépensés aux mêmes périodes, il faut utiliser un taux d'actualisation A pour amener tout à une même unité. Et les économistes considèrent qu'un investissement est bon pour la société, pas pour un privé, pour la société, c'est-à-dire pour le territoire hôte. Un investissement est bon si B est plus grand ou égal à 0. Si B est plus grand que 0, il y a un bénéfice social. Si B est égal à 0, il n'y a ni bénéfice ni perte sociale. Mais si B est plus petit que 0, il y a une perte sociale nette. Et s'il y a plusieurs projets, par exemple Romario, ancien capitaine de l'équipe de football, avait dit, avant les Jeux Olympiques
de Rio. Il avait dit, mais si on comparait les 10 milliards engagés dans les JO, si on les avait investis dans 5 hôpitaux à Rio ou dans 50 écoles primaires, quel aurait été le B le plus grand? Évidemment, Lula et n'importe qui a dit « Mettez-moi ça au panier, qu'est-ce que c'est que cette idée ?» Voilà. Donc, on fait rarement ce calcul, sauf que cette année, France Stratégie a décidé de faire une étude coût-avantage de l'héritage et devinez qui on a mis dans le conseil scientifique. Mais je ne suis pas le seul, on est un certain nombre d'experts. Voilà, alors je termine là-dessus avec une dernière note. Si, pour le fun, nous avons conçu avec Nicolas Sell, qui est un économiste du sport, Liliane de Manchester, Liliane Bonal, qui est une économètre de l'université de Poitiers, Madeleine Andreff, qui est mon épouse, mais néanmoins diplômée de l'ENSEI, c'est l'École nationale de la statistique. On a mis au point un modèle qui est capable d'expliquer à 99% les résultats passés, mais ça c'est facile, enfin, on cale le modèle comme ça, et qui, après, est un modèle, moyennant certaines conditions, qui prévoit le résultat des Jeux. Alors on les a prévus déjà pour Pékin, on avait prévu 88% des résultats. Pour Tokyo 2021, on a fait tourner notre modèle, et il a prévu exactement, dans l'intervalle de confiance du modèle, il y avait 95% des résultats observés. Donc il n'y a que 10 pays pour lesquels le modèle n'a pas annoncé le nombre de médailles que le pays a obtenu. Alors il y a des pays qui ont eu plus de médailles, on dit à ce moment-là qu'ils ont surperformé, et il y a des pays qui ont eu moins de médailles, ils ont sous-performé par rapport à l'attente du modèle. Hélas, l'équipe qui a le plus sous-performé, c'est l'équipe de France, puisque le modèle lui a annoncé 46 médailles à Tokyo, et on n'en a eu que 33. Vous vous souvenez peut-être d'une grimace du président Macron après ce résultat. Voilà. Mais on peut en rediscuter, notamment sur quelles sont les variables explicatives de ce modèle que je ne vais pas présenter, sauf si vous m'interrogez là-dessus. Just in time. Merci Vladimir pour nous avoir donné les chiffres. J'ai l'impression que c'était comme dans le film Matrix, on voyait les chiffres de couler sur les murs des JO. Alors, j'ai effectivement plusieurs réactions et je vais profiter de ce temps, évidemment, pour vous passer la parole. Oui, je vous en prie, Vladimir. Et en fait, j'ai une question. Je vais profiter de vos compétences en économie socialiste. Voilà, pour vous poser une question. Étant donné que maintenant, on a un recul, le CIO a un recul, et qu'il voit qu'il y a toujours ce dépassement des jeux, est-ce qu'il ne peut pas mettre en place des méthodes de correction des remontées de données? Un peu comme, je ne sais plus comment ça s'appelait, equal cheating, des trucs que vous nous aviez enseignés quand on était à Paris 1, des méthodes de correction des chiffres qui remontent en fait des entreprises quand le planificateur central envoie ses objectifs. Finalement, est-ce qu'on n'en est pas au stade où le CIO pourrait lui-même corriger comme ça les remontées des chiffres faux, finalement, puisqu'il y a de la triche permanente dans ce système des enchères? Est-ce que ça, c'est faisable? Je ne pose qu'une seule question, et pour vous donner la parole, si vous avez des questions, levez la main, et Mathilda va vous passer un micro. Je ne veux pas monopoliser tout le temps. Alors, je vais répondre à votre question, qui, à mon avis, en comporte en fait deux. Parce qu'il peut y avoir donc un biais d'information de la part des villes candidates. J'ai cru comprendre que c'était à ça. C'était exactement ça. Aussi, mais il y a une autre tricherie qui est sur le nombre de médailles. Donc ça, je vais en profiter pour dire ça aussi. Enfin, qui pose un problème. Alors, le CEO ne fait pas de calcul lui-même. Hein, donc c'est pas lui qui décidera d'utiliser des méthodes de correction des données qui remontent. Alors, que fait le CIO? Le CIO, dans tous les cas, dans l'ancienne procédure par enchère et puis dans l'enchère atténuée des dernières années, là, qu'est-ce qu'il fait? Il a des équipes d'experts qu'il envoie visiter les sites olympiques. Et donc les experts se baladent, etc. Ils disent « Ah oui, là, le tremplin de saut à ski est en bonne voie, ou la piscine olympique, etc. » Pas mal. Bon. Mais vous comprenez bien que là, il y a des interactions humaines. Les gars du CIO, ils sont
reçu comme on savait recevoir en Union soviétique. Il y a du caviar sur la table. Bon, ils ne rentrent pas au CIO en disant c'est absolument nul, quoi. C'est impossible. Bon, et de toute façon, c'est pas absolument nul, mais bon, ils ferment un peu les yeux parfois. Et puis même s'ils regardent à la loupe, la ville haute est capable de cacher les défauts, etc. Parce que la ville haute envoie des rapports régulièrement au CIO aussi. Donc, dès qu'il y a cette communication, il y a des possibilités de biais dans l'information. Donc, le CIO en particulier n'est pas en mesure de faire ça. Le personnel du CIO, c'est 400 personnes en tout. Mais les gens qui s'occupent des Jeux Olympiques, c'est une dizaine. C'est l'équipe de Christophe Duby. Donc, c'est une dizaine de personnes. Bon, voilà. Donc là, il n'y a pas d'issue là-dedans. Alors, est-ce qu'on pourrait confier à un institut quelconque de faire ça ? Non. Moi, je pense que le plus simple, c'est de changer la procédure, de ne plus avoir d'enchères, qui n'inciterait donc plus les villes à tricher. Bon, elles feront sans doute d'autres choses pour gagner, mais elles ne feront plus ça. Alors, il y a, derrière votre question, il y en a éventuellement une autre qui se cache, qui est sur le nombre de médailles. Ce qui m'amène à revenir un peu sur le modèle qui nous permet de prévoir les médailles. Jusqu'il y a peu de temps, notre modèle, on cherchait à expliquer le nombre de médailles et après à le prévoir. Mais le premier article que notre équipe a publié en 2008 dans la revue d'économie politique, un des rapporteurs de l'article a dit « Hey, vous oubliez une variable qui a sans doute un rôle dans les résultats des Jeux Olympiques, qui s'appelle le dopage. » Alors, moi, j'ai fait deux choses. J'ai rajouté 2 pages en disant que, oui, il y a sans doute le dopage a un rôle, etc., mais qu'on n'a aucune donnée pour tester ça. Peut-être, Vladimir, vous pouvez rappeler les autres variables déjà avant le dopage. Oui, d'accord. Alors, les variables de base, les variables de base du modèle sont, quand on veut expliquer et ensuite prévoir les médailles aux Jeux Olympiques, on prend en compte d'abord la population du pays. La Chine gagne plus de médailles que Vanuatu. Ça tombe, ça le produit intérieur brut du pays. Un pays très riche. Enfin, les pays développés gagnent plus de médailles que les pays moins développés. Une autre variable est très importante, c'est le fait d'être le pays hôte. Le fait d'accueillir les Jeux, ça majore entre 15 et 30% le nombre de médailles qu'obtient l'équipe du pays hôte. Dans notre modèle initial de 2008, on avait introduit, parce qu'à l'époque, ça avait beaucoup plus de sens qu'aujourd'hui, le régime politique. Pourquoi ? Parce qu'on observait dans les statistiques, surtout avant 1990, on observait que les pays communistes, à régime communiste, donc les pays de l'Est pour faire vite, gagnaient plus de médailles que ce que n'aurait permis de le penser leur population et leur niveau de développement économique, c'est-à-dire leur PIB par tête. C'est-à-dire quand on alignait les données des pays, ça forme un nuage de points. Et il y avait des pays qui étaient en dehors du nuage, très au-dessus du nuage. C'était les pays de l'Est. Donc ils gagnaient plus de médailles qu'ils n'étaient riches ou qu'ils n'avaient une grande population. Voilà. Donc c'était des pays spécialisés dans la fabrication de médailles, pour le dire comme ça. Et après, on peut discuter de ça si vous avez des questions. Alors on a pris cette variable en compte, on prend cette variable en compte, mais son rôle s'atténue aujourd'hui. Et puis, on avait pris une variable de spécialisation sportive qui est appelée région, parce qu'on avait observé que les différentes régions du monde ne sont pas spécialisées dans les mêmes sports. Si vous regardez qui sont les vainqueurs du sprint, c'est-à-dire du 100 mètres ou du 200 mètres, ils viennent presque tous d'Amérique du Nord et des Caraïbes. Okay ? Si vous regardez qui sont les haltérophiles, ils sont pratiquement tous iraniens, turcs ou bulgares. C'est ce que j'allais dire. J'attendais la Bulgarie. Si vous prenez les cyclistes, ils viennent des Pays-Bas, de Belgique, bon, etc. Et donc, on a fait des 9 zones. C'est très approximatif comme variable pour essayer de saisir ça. Et puis, dans les versions nouvelles du modèle, et c'est ça que je voulais commenter tout à l'heure, on a pris, pour tenir compte de l'objection du rapporteur de la revue d'économie politique, on a pris en compte les médailles nettes de disqualification. Parce qu'aujourd'hui, les disqualifications pour dopage peuvent se produire pendant 10 ans après les Jeux. Donc actuellement, nous ne connaissons pas encore clairement les résultats des Jeux de Rio de Janeiro.
On les connaîtra dans 2 ans. Parce qu'il y aura peut-être des disqualifications. Et ça vient de quoi? Ça vient du fait que, personnellement, alors sans mon équipe, j'ai utilisé le même modèle pour les Jeux d'hiver. Et donc, j'ai fait une projection avant les Jeux de Sotchi. J'ai fait tourner le modèle pour annoncer les résultats des Jeux de Sotchi à l'avance. J'ai été invité dans une université à Sotchi, qui est une université du tourisme, etc. En 2011, j'ai présenté mes résultats qui donnaient comme pays gagnant le plus de médailles, 1, les États-Unis, 2, je ne sais plus, peut-être la Norvège ou je ne sais plus qui, et 3, la Russie, et 4, etc. Les Pays-Bas. Voilà. Et la rectrice de l'université, il y a plein d'étudiants, après m'avoir dit que j'étais un grand scientifique, intellectuel, etc., m'a dit, par contre, je ne crois pas du tout à votre résultat. Elle m'a dit, non, les États-Unis ne seront pas en tête, ce sera la Russie. Et ah bon, qu'est-ce que vous avez comme objection contre le modèle? Elle a dit, parce que M. Poutine l'a dit. Bon, très bien. OK. On attend 2014. Les résultats des Jeux Olympiques sortent, s'affichent. Premier, Russie. Ah, était-elle plus forte que le modèle, cette dame? Ce n'était pas une économiste en plus, c'était une rectrice d'université. Premier, Russie. Deuxième, États-Unis. Troisième, je ne sais plus quoi, Norvège, etc. Bon. Et puis, 2 ans après, il y a 11 athlètes de l'équipe olympique d'hiver russe qui sont disqualifiés. La Russie retombe où? Troisième. À 3 médailles près, au même nombre de médailles que ce qu'avait dit le modèle, et se retrouve à 4e, parce qu'en plus les Pays-Bas ont surperformé, donc 4e. Voilà. Donc, pour cette raison, nous utilisons comme variable à expliquer le nombre de médailles obtenues moins les disqualifications. Ce qui veut dire qu'on aura toujours 10 ans de retard. Enfin, tout le monde a maintenant 10 ans de retard. Et puis nous avons rajouté quelques variables comme le nombre d'athlètes, le fait d'avoir été le pays hôte aux Jeux d'avant ou de l'être aux Jeux d'après, le budget sport du pays. Et puis on a vu que les variables climat ou genre des athlètes, c'est-à-dire femmes ou hommes, ne sont pas significatifs, donc on ne les a pas gardés. Voilà. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que la salle, vous avez des réactions? Oui. Je vous apporte le micro. Attendez le micro, mademoiselle. On vous entendra mieux avec le micro. Je dis que je suis intriguée par votre boule de cristal, parce que comment on peut prévoir déjà combien de disqualifications, combien de médailles? Comment ça dépend du fait que le pays a plus de PIB ou qu'il soit communiste? Donc bon, c'est vrai que en Russie, en Roumanie, tout ça, bon, les enfants sont pris au berceau pour être entraînés. Donc ça, c'est une question d'entraînement. Mais maintenant, donc il paraît que ce n'est plus comme avant. En revanche, préjuger combien de dopages seront découverts et de disqualifications conséquentes. Enfin, c'est très, très énigmatique, cette boule Mélanger de cristal. l'économie et le sport. Oui, alors je vais vous répondre. Parce que ou par exemple le fait que c'est le hôte qui gagne plus de médailles. Comment, quelle est cette dépendance? De quelle façon se produit cette dépendance? D'accord. Alors, en fait, votre question contient 4. Donc, je vais répondre pas les 4 en même temps, c'est pas possible. Alors, la première question, la plus simple dans votre étonnement, c'est pourquoi des économistes ont-ils pensé que la population d'un pays, le produit intérieur brut d'un pays, éventuellement on pourrait prendre d'autres variables comme le budget des sports ou l'investissement, comment se fait-il que ça influence les résultats olympiques des pays? Oui, alors vous avez une partie de la réponse, en effet. Hein. Je vais le dire autrement, mais ça contient ce que vous venez de dire. Il se trouve que j'ai une étudiante plus jeune qu'Assen, qui s'appelle Sandrine Poupeau.
C'est une des dernières thèses que j'ai dirigées, de thèse de doctorat que j'ai dirigée à l'Université de Paris 1. Sandrine Poupeau a fait sa thèse sur l'économie du sport dans les pays communistes. Okay, et c'est elle qui a attiré l'attention sur le fait qu'ils gagnaient tellement de médailles par rapport à leur population ou leur produit intérieur brut par tête. Hein, bon, la Russie ou l'URSS était beaucoup moins développée que les États-Unis, si on regarde ces variables-là, économiques, mais elle gagnait plus de médailles ou autant de médailles que les États-Unis. Alors le pays le plus remarquable, c'était la RDA. La RDA a gagné autant de médailles que l'URSS, alors qu'ils sont beaucoup plus petits et que presque autant que les États-Unis. Alors, donc, il y a quelque chose que nous avons appelé le régime politique, mais que mon étudiante a regardé de près, et qui était qu'en effet, dans les pays de l'Est dont on parle, il y avait un très grand effort engagé en faveur du sport. Mais du sport d'élite. Les sportifs d'élite étaient salariés de l'État. Ils touchaient au minimum 2 fois le salaire moyen. Il y en avait qui ne touchaient plus. Ils avaient un appartement confortable, ce qui n'était pas le cas de tous les soviétiques. Ils avaient une voiture, ce qui n'était pas le cas de tous les soviétiques, etc., etc. Donc ils étaient très bien traités et ils étaient dispensés de travailler. Enfin, ils avaient un job un peu tranquille qui leur permettait de s'entraîner, etc. En revanche, le sport de masse était beaucoup moins développé dans ces pays que ce que l'on prétendait qu'il était, et qui est moins développé peut-être que dans les pays occidentaux. Mais donc l'effort était concentré sur le sport de haut niveau, car c'est un effet de la guerre froide. Les soviétiques ont à un moment donné dit on est en train de rattraper les États-Unis parce qu'on gagne autant de médailles olympiques qu'eux. C'était en partie politique, ou largement politique. Mais il n'en reste pas moins que le système était orienté vers la production de médailles. Et donc, dans les termes de ma doctorante, elle disait, un produit intérieur brut élevé, ça permet de mobiliser beaucoup plus de moyens pour créer des athlètes de haut niveau, les entraîner bien, etc., leur faire atteindre des performances, que dans un pays qui est beaucoup plus pauvre, qui n'a pas les moyens de mobiliser autant de moyens pour entraîner une équipe olympique. C'est un raisonnement qui se tient tout à fait. Donc ça, c'est pour une de vos questions. Et pratiquement 2, le groupe des pays de l'Est, donc, à cet égard, était hétérogène jusqu'à la chute du mur de Berlin ou l'effondrement du système soviétique. Ces pays étaient hétérogènes par rapport aux autres pays du monde. Parce que non seulement ils gagnaient plus de médailles que les pays sous-développés, c'est normal parce qu'ils étaient un peu plus développés que les pays sous-développés, mais ils gagnaient autant ou plus de médailles que les pays développés. Ça, c'était plus étonnant. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit cette variable régime politique. Sauf que, à partir des années 90, il s'est produit une chose qu'on appelle la transition post-communiste, ou certains disent vers l'économie de marché, comme vous voulez. Donc, que s'est-il passé ? Et j'ai publié un article avec ma doctorante en 1997, je crois, si je ne m'abuse, ou en 2007 plutôt, 2007. On a essayé de regarder quel était l'impact de la transition économique sur le système sportif des pays de l'Est. Et on a vu que ça avait un double effet. Il y avait un effet désastreux qui était que ça détruit toutes les structures d'organisation du sport soviétique, qui faisait sa force, qui faisait qu'il gagnait beaucoup de médailles. Parce que tout était polarisé vers les athlètes de haut niveau, y compris le dopage. Sachez que les sportives d'Allemagne de l'Est concouraient en étant enceintes en général. Parce qu'on faisait en sorte qu'elles le soient au moment des épreuves. Voilà. Parce qu'elles étaient plus productives et fortes à ce moment-là. Donc, il y avait des méthodes compliquées et diverses pour obtenir ce résultat, qui ont été abandonnées avec l'économie de marché. Donc ça, c'est le côté négatif. L'ancien système sportif s'est effondré. Et puis, il y avait un côté positif, c'est que les sponsors occidentaux ont commencé à se dire « Ah ben, les joueurs allemands de l'Est, les Russes, tout ça, ils sont bons. On va les importer dans nos clubs.
Mais aussi, on va aller financer le Dynamo Kiev ou le Spartak Moscou, on va mettre de l'argent là-dedans. Ça a été l'effet positif. Mais du coup, avec 20 ans ou 30 ans 20 ans de transition, ça a rapproché complètement la situation de l'économie du sport des pays de l'Est de celle des pays de l'Ouest. Voilà. Et donc maintenant, ils ne sont plus au-dessus du nuage de points. Voilà, ils ne gagnent pas plus de médailles que leur PIB ne le permettrait. Alors, l'effet pays hôte, c'est aussi une très bonne question. Ça, c'est un classique en économie du sport. Ça s'appelle, en anglais, home advantage. C'est-à-dire une équipe, dans n'importe quel sport, qui joue sur son terrain est avantagée par rapport à son adversaire qui ne joue pas sur son terrain. Alors pourquoi ? On l'a vu avec le PSG hier. Oui. Alors par exemple, Paris Saint-Germain. J'ai oublié de vous dire que M. Andreev est un ancien footballeur de très haut niveau. Je ne sais plus si c'était à Limoges ou à Grenoble. Non, j'ai joué au Red Star dans la banlieue parisienne. Bah, quand même. Non, mais peu importe. Donc, si vous voulez, le home advantage, cette idée est née là aussi de l'observation statistique, que les équipes gagnent plus souvent. En général, elles gagnent 2/3 de leurs matchs sur leur terrain et seulement 1/3 de leurs matchs à l'extérieur, en moyenne. Donc, elles gagnent 2 fois plus chez elles. Donc, il y a bien quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose ? C'est elles jouent devant leurs spectateurs, qui les encouragent, etc., et qui, au contraire, ou je sais pas quoi, crient contre l'équipe adverse. Cette atmosphère influence l'arbitre. Il y a des articles d'économétrie qui démontrent que l'arbitre est plus favorable à l'équipe hôte qu'à l'équipe visiteuse. Alors après, je pourrais vous donner des indices plus précis. Il donne plus de cartons jaunes ou rouges aux visiteurs qu'à ceux qui jouent sur leur terrain. Les joueurs sont plus habitués à leur terrain que les visiteurs. Alors notamment s'ils ont un terrain en synthétique et que les visiteurs jouent d'habitude sur le gazon, alors ils ont un énorme avantage, etc., etc. Donc ça, eh bien, c'est le même effet qui joue pour les pays. L'équipe de France va jouer en France, elle aura des avantages relatifs. Alors ça aussi, l'effet pays hôte, il existe toujours, mais il diminue. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les athlètes français vont aussi bien s'entraîner aux États-Unis, en Chine ou n'importe où, et les Chinois, ils vont s'entraîner aussi en Europe. Bon. Donc cet effet joue encore. Oui, voilà. Donc maintenant, les joueurs sont souvent des produits mondialisés, notamment lorsqu'ils sont professionnels, et donc cet effet perdure, mais il est peut-être moins puissant qu'il n'était au début qu'on a fait ces modèles. Je rappelle que nous, notre modèle, il date de 2008, mais les premières personnes qui ont tenté de faire des modèles comme ça date des années 60. Alors, c'est des modèles très rudimentaires, mais ça fait longtemps qu'on en fait. Et puis la dernière question, alors elle est complètement disjointe, c'est les disqualifications. Bon, on peut être disqualifié pour des tas de raisons, mais la majorité des disqualifications sont décidées pour dopage. Okay ? Et donc, il y a un vrai problème qui, dès notre premier modèle, dès notre premier article là-dessus, on nous l'a fait remarquer. On nous a dit il n'y a pas la variable dopage. Et puis, il y a ce test sur Sochi que je vous ai donné. Voilà. Alors, le problème, c'est que si vous ne prenez pas en compte les disqualifications, vous expliquez quelque chose qui est un peu tordu, quoi. Vous dites la Russie est première, mais sauf que vous revenez 10 ans après, elle est 4e. Alors, qu'est-ce qu'il faut expliquer ? Quand elle était première ou quand elle était 4e ? Donc, nous, on a pris le parti, et tout le monde prend le parti, de tenir compte des disqualifications. Mais ça n'est pas une variable explicative, ça. C'est une variable sur le résultat. Ça porte sur la variable résultat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la prévoir, en fait. Voilà, c'est juste la variable qui va être expliquée par les autres causes. C'est une variable. Et alors, premièrement, c'est difficile à expliquer. Deuxièmement, il y a un problème de données, de données statistiques. Si je veux connaître la population de Vanuatu, je peux le trouver. Ça se trouve à la Banque mondiale. Si je veux trouver le produit intérieur brut de Vanuatu, de n'importe quel pays du monde, ça se trouve aussi, etc. Si je veux savoir quel est le pays hôte, c'est très simple. Je regarde le CIO, il le dit. Bon, etc. Mais est-ce qu'il y a une base de données
sur les variables qui disqualifient les joueurs. Bon, résumons-nous à une seule variable, le dopage. Est-ce qu'il y a une base de données sur le dopage? Alors, moi, la réponse que j'avais faite quand on nous avait critiqué notre article, j'avais dit au rapporteur, fournissez-moi la base de données, et moi, j'introduis la variable. OK. Alors, évidemment, il a dit votre article est excellent. Bon, mais c'est une vraie question, parce que depuis 2000, il existe une agence mondiale antidopage, l'AMA, ou WADA en anglais, qui fait des tests sur toutes les compétitions du monde. Ils testent par an 300 000 athlètes. Enfin, 300 000 tests. Mais sauf que, multiplié par le nombre de compétitions, il y a des millions d'athlètes. Donc il y a 3 ou 4 millions d'athlètes qui concourent par an pour gagner des médailles ou des trophées. Et l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, en teste environ 300 000 tous les ans. Oui, alors tous les vainqueurs sont testés, puis après il y a des tirages au hasard, etc. Donc il y a 300 000 tests sur au moins 3 millions. Donc ça fait 1 sur 10, au mieux. Probablement moins, mais 1 sur 10 au mieux. Sur les 300 000 testés, il y en a 1% qui sont testés positifs, c'est-à-dire dont on conclut qu'ils sont dopés. 1%. OK ? Et après, sur ces 1% qui sont dopés, je l'ai vérifié à l'agence américaine de l'AMA et à l'agence française de l'AMA qui s'appelle l'AFLD, l'agence française de lutte contre le dopage. Voilà. En moyenne, sur 100 détectés dopés, il y en a un qui est sanctionné. C'est-à-dire qui est suspendu pour 2 ans, qui est banni à vie, ça c'est très rare, etc. 1 sur 100. Donc vous faites ce calcul, il y a une chance sur 100 000 que quelqu'un qui participe à une compétition soit détecté puis sanctionné. Une chance sur 100 000. Ça ne dissuade en rien les athlètes de se doper. Ce n'est pas une mesure dissuasive. C'est insuffisant pour dissuader les athlètes, et d'où la conclusion, tous les athlètes sont dopés aujourd'hui. Donc vous voulez dire qu'à Paris, là, en 2024, il va y avoir des athlètes dopés ? Bien sûr. J'ose pas dire qu'ils le seront tous, mais je vais vous donner 2 preuves, une statistique, alors sur un sport où il y a beaucoup de dopage, et une autre mathématique. La preuve statistique, le docteur historique du Tour de France cycliste, qui s'appelle le docteur Mondenard, a calculé que 75% de tous les coureurs cyclistes qui ont participé au Tour de France depuis 1946 étaient dopés. 3 sur 4. OK ? Alors, il n'est pas à 99 sur 100, ce qui est moi ma conclusion. OK ? Mais dans le Tour de France, il y a un seul coureur dont je suis sûr qu'il n'est pas dopé, qui n'a pas été dopé depuis 1946. Son nom est Christophe Basson. C'est le seul qui a osé dire à Lance Armstrong, qui a gagné 7 Tours de France d'affilée, qu'il était dopé et que son équipe était dopée. La réaction de Armstrong, qui était le big boss du peloton, c'est « Basson, virez-moi ça du Tour de France ». Et Basson a arrêté sa carrière. Voilà. Sa carrière a été arrêtée par Armstrong. Non, il n'a jamais été testé positif. Et voilà. C'est l'exception qui confirme la règle. Tous les autres coureurs sont dopés, au moins 75% selon le docteur, 100% selon moi. Enfin, moins 1 ou 2 exceptions. Mais non, si. Alors laissez-moi terminer mon raisonnement, puis vous me reposez cette question. Et puis après, on approche de 20h. Je finis ça, et après, je réponds à votre question. Il y a une preuve mathématique que tous les coureurs ou tous les athlètes sont dopés, qui s'appelle, c'est un théorème de la théorie des jeux, qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Imaginez une course avec seulement 2 coureurs qui sont de force égale. Ils vont gagner les courses 50%, 50% chacun. D'accord ? Bon, maintenant, il y en a un qui se dope, l'autre ne se dope pas. Celui qui se dope gagne 100% des courses, l'autre gagne 0,
et inversement, si c'est l'autre coureur. Okay, celui qui se dope gagne toutes les courses. Et puis maintenant, imaginons que tous les deux se dopent. Qu'est-ce qui arrive? Ils gagnent de nouveau les courses 50-50. Est-ce qu'avec ça, vous n'avez pas une preuve certaine qu'ils se dopent tous? Eh oui, c'est sûr, puisque le jeu dominant dans ce cas-là, c'est se doper. Parce que si je ne me dope pas, je risque de tout perdre. Alors que si je me dope et que l'autre ne se dope pas, je gagne tout. Si je me dope et l'autre se dope, on partage moitié-moitié. Donc je suis toujours gagnant à me doper. Tous les coureurs se dopent. Tous les athlètes se dopent. Ou alors ils sont... vraiment, sauf pour la santé. À la fin, ils le payent. Alors, ça introduit des variables compliquées. Mais vous m'aviez posé une autre question que j'ai oubliée en cours de route. Pourquoi ils ne sont pas sanctionnés? Alors, pourquoi ils ne sont pas sanctionnés? C'est une bonne question aussi. Et malheureusement, Vladimir, on va conclure avec cette question. Question. Vous êtes dopé quand on trouve dans votre sang ou vos urines une substance interdite au-delà d'un certain seuil. Par exemple, l'érythropoïétine. Voilà. Wow. Mais le corps de tout humain en produit. Donc il y a un certain seuil qui est toléré. Donc il y a des gens qui se dopent en dessous du seuil. Ils sont contrôlés, ils ne sont pas dopés. Il y en a qui se dopent au-dessus du seuil, mais qui prennent ensuite ce qu'on appelle des produits masquants, c'est-à-dire qui masquent les tests. Au moment du test, ils ne sont pas positifs. Et puis, surtout, il y a des gens qui prennent des produits nouveaux, de l'innovation pharmaceutique, c'est-à-dire qui ne sont pas encore dans la liste des produits interdits. D'ailleurs, la plupart, il y a un dicton dans le sport qui est l'Agence mondiale antidopage teste les produits interdits que les coureurs ne prennent pas, et les coureurs prennent des produits qui ne sont pas dans la liste des produits interdits. Voilà, c'est simple. Voilà. Donc c'est pour ça que sur 300 000, on n'en trouve que 1% qui se font prendre parce qu'ils ne sont pas malins ou c'était le mauvais jour, etc. Et alors la fin de votre question, c'est pourquoi ce 1% donc sur 300 000, ça en fait quand même 3 000. Ça fait quand même 3 000 qui se sont fait pincer. Pourquoi ces 3 000 ne sont pas sanctionnés, ou il n'y en a que 1%, c'est-à-dire une trentaine, qui vont être sanctionnés? Pourquoi? Eh bien parce qu'ils vont aller voir leur médecin, ils vont dire « mais j'avais la grippe », ou ils sont allés voir le médecin avant, et ils ont un certificat médical qui les autorise à prendre le produit dopant parce qu'ils sont malades. En fait, on a un peloton de coureurs ou des compétitions qui n'alignent que des graves malades, parce qu'ils ont tous des ordonnances qui leur permettent de se doper. Voilà. Et ça explique qu'il n'y a que les pas malins qui se font prendre. Merci Vladimir pour cette excellente présentation. Merci à vous tous. Oui, Mathilda. Non, mais si quelqu'un a une autre question, vu qu'il n'y a pas eu d'autres opportunités. Oui, si je sais, vous avez j'ai tenu compte du temps, mais effectivement, si Mathilda nous donne un peu plus de temps. Avez-vous d'autres questions? Oui, alors une autre question. Moi, je suis surpris sur la désignation du pays hôte, parce que je pensais naïvement qu'il y avait d'autres paramètres qui influaient que le budget. Par exemple, lorsque Londres était choisi au détriment de Paris, est-ce que c'était à cause du budget seulement ou il y avait d'autres paramètres? Je suis un modeste économiste, donc je ne traite pas de questions politiques. Mais vous comprenez bien que dans l'attribution des Jeux Olympiques, il y a des dimensions non économiques. Par exemple, donner des Jeux d'hiver, qui ne sont pas les Jeux Olympiques, mais qui sont les Jeux d'Asie d'hiver, à l'Arabie Saoudite, c'est bon. OK, on peut le faire, ça a été fait. Mais vous voyez bien qu'il y a des variables géopolitiques qui jouent aussi. Et c'est même bien ça le problème. Enfin, pour les économistes, c'est ça le problème. Comme je vous l'ai dit, moi, quand on a fait faire l'étude sur les Jeux Olympiques, on m'a invité à la télévision. Et moi, à chaque fois, j'ai dit, il y a 3 impacts possibles. Bon, Madame Hidalgo, tout ça, quand il passait à la télévision, il y aura 11 milliards d'impacts. Ça, c'est un propos politique. Le mien est un propos scientifique. Vous voyez, c'est la nuance. Et le politique interfère beaucoup, évidemment, dans les Jeux Olympiques. Encore une intervention, voilà. Mademoiselle. Merci. Bon, excusez ma voix, hein, je suis un peu enrhumée. Vous n'êtes pas dopé, j'espère. Ah non, non. Non, mais c'est une excuse. Hein.
Non, je me demandais si par hasard, dans votre concept d'impact économique, par exemple pour les Jeux Olympiques de Tokyo de 1964, la construction du Shinkansen est prise en compte dedans ou pas, sachant qu'il a été inauguré une semaine avant le début des Jeux. C'est une très bonne question parce qu'elle recouvre l'une des erreurs méthodologiques que je n'ai pas mentionnées. J'en ai mentionné tout un paquet. Mais évidemment, il y a, quand vous demandez à un consultant de faire une étude, je suis Madame Hidalgo, je lui dis, vous me faites une étude, il a compris que je veux un gros impact. Il y a une tentation, alors ce n'est pas le Shinkansen dont je vais vous parler, bien que je l'ai fréquenté, j'ai vécu un peu au Japon, mais je vais vous prendre le Grand Paris Express. Aujourd'hui, la question c'est, est-ce qu'on doit compter les dépenses engagées en investissement dans le Grand Paris Express comme quelque chose qui est un élément de l'impact des JO? La réponse est non. Pour plusieurs raisons. Premièrement, le Grand Paris Express a été décidé, les dépenses engagées, etc., bien avant les JO. Deuxièmement, il n'y a peut-être qu'un raccordement du Grand Paris Express à je ne sais pas quoi qui va servir aux JO. Donc non, la réponse est non. Alors, le Shinkansen a fait beaucoup pour le développement du Japon, c'est clair. Mais normalement, ça n'a pas de relation avec le fait que le Japon ait eu les JO en 64. Parce qu'apparemment, il y avait quand même seulement 5 ans de délai pour construire ce Shinkansen. Donc oui. La Diète a approuvé ça en 1959 et ils avaient à peine 5 ans pour construire ça. C'est exact, oui. Les le Grand Paris Express a pris du retard, ça sera plus long. Donc l'assimilation est serait encore plus difficile ou scabreuse si on le faisait dans le cas de Paris et le Grand Paris Express. Mais ça, c'est une erreur qui est souvent volontaire. On va essayer, pour montrer qu'il y a un gros impact, on va dire qu'il y a une grosse dépense. Alors évidemment, construire le Shinkansen ou construire le Grand Paris Express, ça c'est une grosse dépense. Donc ça, si on prend ça en compte, ça va faire un gros impact. Sauf que ce n'est pas un impact des JO, c'est un impact d'un investissement qui s'appelle construire le Shinkansen. Merci. Mais des consultants peuvent jouer sur cette conclusion, et il y en a qui ne se privent pas de le faire. Merci cher public pour votre présence et vos questions. Et donc les événements liés aux Jeux Olympiques continuent à l'INALCO avec une série d'expositions. Voilà, tout est donné dans le programme à chaque fois mensuel qu'on édite à l'INALCO. Voilà, merci, à bientôt.